Bonjour, depuis avril 2013, nous donnons la parole aux candidats des élections municipales de 2014 afin de découvrir leur programme électoral et les différences qui les caractérisent. Voici l'interview de Patrick Martinenc réalisée le vendredi 31 janvier 2014 à la Seine-sur-Mer dans le Var. Alors nous sommes le vendredi 31 janvier 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, alors Patrick Martinenc, candidat aux élections municipales pour 2014, conseiller général du canton de la Seine, natif de la Seine-sur-Mer, passionné par cette ville. Alors vous savez qu'on a fait beaucoup d'interviews des têtes de liste, c'est donc à ce titre que vous nous recevez. Ça permet justement d'avoir diverses réponses aux mêmes questions, aux mêmes thématiques. Vous avez vu des sujets qu'on a déjà réalisés. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de ceci et de la manière dont on les a fait? Très belle forme, très professionnelle, et donc je suis ravi de participer moi aussi à cet événement radiophonique. Très bien, alors vous l'avez vu, il y a des thématiques et puis vous avez aussi, et je le dis à chaque fois, la possibilité justement vous aussi de dire quelque chose. Alors on va commencer justement les thématiques comme je l'ai fait pour les personnes qui vous ont précédé. On va commencer par les impôts. La situation fiscale à la Seine-sur-Mer est catastrophique effectivement. Il faut dire que c'est le fruit d'au moins depuis la fermeture des chantiers navals, d'une mauvaise gestion répétée qui fait que la Seine-sur-Mer a dû, du moins les élus, les édiles, ont dû régulièrement, après avoir beaucoup emprunté pour réaliser des équipements publics sans grande rentabilité, pour arriver à équilibrer les budgets, ont automatiquement augmenté les impôts. Alors on est allé d'abord sur les taux, l'augmentation des taux, et puis là dernièrement ce qui a été assez catastrophique, notamment en 2010, c'est par la municipalité actuelle la suppression des abattements qui a touché pratiquement l'ensemble de la population et mis en grande difficulté de nombreuses familles, tout en augmentant pour ceux qui payaient déjà des impôts leur fiscalité personnelle. Donc je pense que dans ce domaine-là, on n'arrivera pas à rééquilibrer les choses, ou du moins à desserrer un peu les taux de l'effort fiscal pris sur les contribuables sénois sans un développement économique conséquent. Alors justement, on va parler également de toute la partie maritime. Je mets les trois carrément parce que je sais que vous avez un projet un petit peu particulier d'ailleurs. Là, au lieu de mettre un, je vais mettre les trois carrément. Port du Lazaret, valorisation du littoral et grande plaisance. On met les trois parce que je sais que vous avez justement un projet très particulier et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Effectivement, quand on regarde la Seine-sur-Mer, on s'aperçoit que, et tout le monde le reconnaît, c'est un balcon sur la mer et que sans doute c'est l'une des villes dans l'agglomération toulonnaise qui a le plus fort potentiel en matière d'aménagement du littoral. Seulement, je considère que depuis toutes ces années, et je le répète effectivement depuis 1995, on a oublié la dimension de l'aménagement global, c'est-à-dire que chaque municipalité qui se sont succédées depuis 1995 ont développé un parc paysager aux Sablettes, l'autre un parc paysager sur le parc de la Navale, ce qu'on appelle le parc de la Navale aujourd'hui, l'ancien site des chantiers navals, aujourd'hui un casino, mais on n'a pas une dimension cohérente de tout ce littoral qui pose problème aujourd'hui. On voit très bien que de Brégaillon aux Sablettes, on a une succession de sites portuaires ou littoraux qui sont plus ou moins à l'abandon. C'est Brégaillon, le centre-ville, le chantier naval, le bois sacré, l'anse de Balaguer, la corniche de Tamaris jusqu'aux Sablettes. Et donc depuis 1995, je propose que, avant même que l'on décide ce qu'on va mettre comme équipement, on ait un plan d'urbanisme d'ensemble qui valorise l'ensemble de ces secteurs et qu'on puisse, à la fois pour la population et puis pour des partenaires institutionnels ou privés, dire voilà vers quoi doit tendre la ville de la Seine-sur-Mer pour l'horizon 2020-2030. Et on développe, notamment dans cette campagne électorale 2014, l'ambition de faire de la Seine-sur-Mer la capitale européenne de la mer pour 2020. C'est-à-dire qu'au terme d'un premier mandat, on doit pouvoir dire la Seine-sur-Mer, effectivement, par son projet de réaménagement, par les premières réalisations qu'on aura pu mener, c'est la capitale européenne de la mer. Quels sont les moyens pour y parvenir? Il y a plusieurs étapes. Comme je vous le disais, il y a cette étape, on n'échappera pas à la nécessité d'avoir un plan d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on puisse, avec des professionnels bien sûr, et un urbaniste de grand renom si possible, faire en sorte qu'on ait un plan qui nous dise, voilà, cette ville, pour qu'elle sorte de sa morosité, de sa difficulté économique et sociale, il faut qu'on y accède comme ça, qu'on ait des plans de stationnement ainsi, qu'on ait des plans de déplacement de cette façon, que Brégaillon devienne ce secteur aménagé prenant une orientation économique particulière, qu'on intègre les quartiers nord, que le centre-ville on sache ce qu'on va en faire, que le chantier naval comment s'intègre-t-il, quel type d'équipement on met dessus, des équipements scientifiques, des équipements de loisirs, de cadre de vie, et puis après comment on aménage la corniche Tamaris. Alors pourquoi je dis ça? Parce que d'une part il faut faire en sorte que la population soit dès le départ concertée sur ce type de démarche, mais après une fois que les élus auront ce document, c'est aller voir le gouvernement, aller voir les ministères,
aller voir la région, le département, l'Europe, et leur dire voilà, nous on a un projet d'ensemble cohérent qui doit nous amener vers 2020-2030, vers un aménagement et des emplois et des solutions pour faire en sorte que cette ville s'en sorte. Et en même temps, ça nous permettra d'aller voir des investisseurs privés, des partenaires privés pour leur dire voilà, sur ce secteur on a prévu un aquarium géant, là on a prévu des salles de cinéma, là on a prévu tel équipement universitaire. Aidez-nous à constituer ce puzzle pour faire en sorte qu'on ait une cohérence territoriale et surtout qu'à terme, puisque vous en parliez au tout début de votre interview, on ait la possibilité de desserrer les taux sur la fiscalité et qu'on ait surtout des emplois et des emplois durables, cohérents, intelligents. Très bien, on va continuer avec une autre thématique. D'abord le sport. Alors c'est une ville attachante parce que c'est une ville sportive depuis tout temps. Il y a un club très important qui est le club sportif municipal sénois, qui est un club omnisport. Et puis après, il y a effectivement ces dernières années, enfin depuis longtemps aussi, mais il y a l'activité sportive autour de la vocation, je dirais, intercommunale qui est le rugby. D'une manière générale, dans cette ville, je crois qu'on ne peut pas faire d'activité sportive des monopoles. Alors, il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il faut déshabiller Paul pour habiller Pierre, mais je pense qu'il faudra, dans le budget actuel de la commune de la Seine-sur-Mer, revoir d'une part les critères d'attribution de subventions et faire en sorte que le sport soit tous les sports et pour tous. Qu'on n'ait pas une spécificité qui ferait que ce soit l'arbre qui cache la forêt. On voit qu'il y a aujourd'hui dans le sport différents types de domaines. Il y a le sport de compétition, mais de plus en plus, on a le sport loisir, le sport détente, le sport pour les gens d'un certain âge qui ont besoin d'avoir une activité physique. Et je pense que le rôle d'une commune, c'est de privilégier ou du moins d'aider tout ce qui peut se développer dans ce domaine sportif, aussi éclaté que cela puisse être. Très bien. Alors, on continue et avec le thème jeunesse. À la jeunesse. Alors la jeunesse, c'est un vaste programme parce que ça ne touche pas que traditionnellement à l'animation. Je pense que la jeunesse, ça touche aussi à la formation, à son avenir, à son entrée dans la vie. On voit très bien aujourd'hui à la Seine-sur-Mer que de nombreux jeunes n'arrivent pas soit à accéder au logement, soit à accéder à l'emploi parce qu'il y a trop peu d'emplois et puis le logement sans emploi, on n'y accède pas, même au logement social bien souvent. Donc avoir une politique de la jeunesse, c'est, je crois que la gestion d'une ville, ça se découpe pas par secteur, c'est un ensemble. Ce que je vous disais tout à l'heure concernant le développement économique, c'est aussi une politique en direction de la jeunesse pour que ceux qui sont formés ou ceux qui sont en situation d'échec scolaire puissent trouver dans leur commune ou du moins dans l'agglomération une chance d'insertion dans la vie. Parce que souvent on conçoit la jeunesse, la politique de jeunesse comme une politique sur l'animation. Alors c'est important, ça peut être utile. Ces jeunes sont appelés à devenir des adultes et je préférerais qu'ils se maintiennent à la Seine-sur-Mer, qu'ils y connaissent un développement pour ceux qui veulent y rester plutôt que d'être condamnés à l'exil. Très bien. La suite avec la police municipale. Ah, la police municipale, c'est le thème de la sécurité. C'est une police de proximité par définition. Hier soir, nous avions un débat sur ce thème de la sécurité avec chacun y aller de... Moi, je ferai un commissariat de plus, j'augmenterai le nombre de policiers municipaux, ils feront ci, ils feront là, etc. Je crois qu'il y a plusieurs dimensions. Il est certain que la police municipale doit être une police de proximité, qu'elle doit œuvrer à la paix civile, à la sécurité dans les rues de la ville, que ce soit dans le centre-ville ou l'ensemble du territoire communal. Mais autour du thème de la sécurité, je pense qu'il faut qu'on intègre d'autres dimensions. Et là, le rôle de la police municipale peut être important. C'est aussi la protection et le soutien aux victimes d'incivilité ou de problèmes de délinquance. Je pense qu'il y a eu un gros débat sur le thème de la vidéosurveillance. Bon, moi, j'y suis favorable. Je l'avais été dès 2009 et j'avais invité le maire de la Seine actuelle à s'engager dans cette dimension. Mais là, c'est pour de la surveillance, de la prévention, de la résolution de problèmes. Mais la police municipale, il faut la professionnaliser encore davantage. Et puis surtout, il faudra encore une fois faire en sorte qu'elle soit déconcentrée dans les quartiers. Vous savez que l'un de mes projets, c'est de créer des mairies de quartier, et pas simplement par l'intermédiaire d'un adjoint au maire de quartier, mais déconcentrer des moyens humains et techniques, des moyens municipaux sur le territoire. Et faire en sorte que la police municipale, pour qu'elle soit vraiment de proximité, elle soit basée par équipe dans tel ou tel quartier, aux côtés de l'adjoint au maire ou de l'adjointe au maire de tel ou tel quartier. Est-ce que ça permettrait justement une intervention plus rapide ? Une intervention plus rapide et puis une prévention, c'est-à-dire que plutôt que de toujours être centralisé autour du port ou de le centre-ville, s'il y a encore une fois une mairie annexe dans les quartiers sud, dans le centre-ville bien sûr, dans les quartiers nord, dans les quartiers de collines, avec encore une fois des déconcentrations de moyens humains et techniques, dont des policiers municipaux, dont des administratifs, dont des techniques, des agents techniques, et bien effectivement, ce sera plus simple pour être à la sortie des écoles, être sur tel événement, sur telle incivilité ou autre événement qui poserait problème en matière de sécurité. Très bien, on va continuer avec le thème suivant et ce sera donc le personnel communal. Ah, le personnel communal. Alors le personnel communal, j'entendais hier soir de nombreux candidats qui se plaignaient de son trop grand nombre. Je ne pense pas que la Seine-sur-Mer est beaucoup engagée de financement dans la masse salariale. Elle n'est pas plus que les autres communes de la même strate, c'est-à-dire de son
60 000 habitants. Ce qui est certain, c'est que par contre, je pense qu'il faut une réorganisation des services et surtout une politique des ressources humaines qui fasse en sorte que les employés communaux se sentent épaulés par des élus et non pas soumis, comme cela a été le cas quelquefois, simplement une surveillance ou une chasse, non pas au travail, mais de petits chefs. Je pense qu'il y a une réorganisation complète à mener et surtout à faire en sorte que les employés communaux se sentent associés au projet de la ville. Après tout, la plupart du temps, ce sont des contribuables, ce sont des citoyens de la Seine-sur-Mer. Je pense qu'il faut qu'ils partagent l'ambition d'une équipe municipale. Et moi, je les inviterai à participer très tôt à cette ambition que nous avons de faire de la Seine-sur-Mer la capitale européenne de la mer. Je crois qu'il faut que chacun se transcende et partage cette ambition. Et je pense qu'à ce moment-là, personnel communal, il se sentira engagé et aura envie de participer à cette ambition. Très bien. Et la suite, ce sera donc, alors on l'a un petit peu évoqué dans le sport, parce que le sport, il y a aussi pas mal d'associations, mais on va parler justement donc de la vie associative ici à la Seine-sur-Mer. La Seine est riche de sa vie associative et de tout temps. Vous savez, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire de ma ville natale. J'ai eu montré que même avant le 19e siècle, la Seine-sur-Mer a toujours connu un mouvement associatif très puissant. Ce qui est malheureux, c'est que chaque municipalité se le promet à chaque fois, c'est qu'il n'y ait pas une maison des associations, un lieu où les associations puissent de manière transversale ou simplement en se côtoyant, partager sur leurs expériences et leur dynamique. Donc je m'engage à mettre en place, moi-même ayant été souvent dans le milieu associatif, à mettre en place une maison des associations et une fête des associations pour faire en sorte qu'elles puissent développer. Et là aussi, en matière d'attribution de subventions, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait simplement que quelques dinosaures qui captent. Après, ça dépend du secteur associatif. Il y a le secteur associatif en direction du social, du culturel, du sportif ou de l'événementiel. Mais il faut que la commune, là aussi, elle soit un partenaire des associations. Elle soit là pour aider et mettre en valeur les talents. Pas simplement pour dire, c'est vrai que nous les élus, on peut avoir telle ou telle préférence, mais on n'est pas là pour mettre en valeur nos préférences. On est là pour aider tout ce qui a envie de vivre, et notamment sur le plan associatif. Très bien. Et la suite, un thème assez particulier ici, c'est celui des transports, auquel je rajoute TPM, Toulon-Provence Méditerranée. Oui, alors parce que le transport, effectivement, ça ne peut pas être ou simplement la traversée du port de la Seine-sur-Mer ou simplement le territoire communal. On en parle beaucoup, hein. Oui, non, mais il y a besoin d'une approche, bien sûr, intercommunale. Mais vous voyez, là, on rejoint la première question. C'est-à-dire que pourquoi j'insiste sur la nécessité d'avoir un plan d'urbanisme? Parce qu'un plan d'urbanisme nous permettra, non seulement à l'échelle de la commune de la Seine-sur-Mer, mais aussi de l'agglomération toulonnaise, d'intégrer toutes ces dimensions de la vie d'une commune. C'est-à-dire les déplacements, les transports en commun, les déplacements privés, tous ceux qui souhaitent avoir des pistes cyclables, les lieux de promenade, les stationnements de véhicules. Tant qu'on n'aura pas ce type de démarche, chacun voudra dire moi je vois un pont pour la traversée de la Seine ou un tunnel, mais qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après? Et puis de la même manière, souvent je rencontre des CIL qui me disent mais là dans notre quartier le revêtement n'a pas été refait. Pour avoir des plans pluriannuels de réaménagement de voies, d'amélioration de voies, de signalétique, il faut qu'on puisse se dire à un moment donné, voilà ce qu'on veut faire de la Seine-sur-Mer, voilà comment on va la traverser, voilà où on va y stationner, voilà comment on va privilégier tel type de déplacement plutôt que tel autre. Et cela en concertation aussi, non seulement avec la population, mais avec nos partenaires institutionnels, notamment TPM. Un schéma général, quoi. Mais bien sûr, un schéma général. On a toujours l'impression de faire preuve quand on dit ça de tautologie ou de simplisme. Mais pour ne pas le faire depuis tant d'années, on continue à faire des petits bouts, et tout associé, ça donne rien du tout, et on n'avance pas sur les grands dossiers que sont les déplacements, notamment propres en matière de transport en commun. Alors autre chose, puisque pour venir à votre permanence, on est obligé de le traverser, puisque votre permanence est justement dans le centre-ville, alors on va dire déjà où elle se trouve. Au cours du Blanc, en bas du marché de la Seine-sur-Mer, le marché traditionnel de notre ville. Justement, le centre-ville, et puis, comment dirais-je, le commerce, comment ça se passe ici? Le commerce, ça va très mal, mais parce qu'on a vu s'effondrer au fil des années, depuis la fermeture des chantiers navals, et aussi avec le développement de grandes surfaces commerciales à l'entrée de la ville de la Seine-sur-Mer, on a vu s'effondrer ce centre-ville. Tant sur le plan du commerce qu'aussi sur le plan de l'habitat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux habitants qui résident dans ce centre-ville, et ce centre-ville n'a pas fait l'objet, tant sur le plan commercial que sur le plan de l'amélioration de l'habitat, de véritables politiques. Il en existe, c'est vrai, mais c'est toujours un peu de manière, là aussi, sporadique ou ponctuelle. Or, je considère que le centre-ville, pour qu'il s'intègre parfaitement dans ce plan d'urbanisme dont nous parlions tout à l'heure, il faut à un moment donné ne rien s'interdire
dire aussi, ne pas avoir peur que là où il y a trop de taudis ou trop de difficultés à réaménager, on puisse de temps en temps penser à la démolition, à la reconstruction de quartiers neufs à proximité du centre-ville. Ça nous permettrait d'intégrer les problèmes de stationnement, de mettre en place de nouveaux logements neufs, permettant ainsi soit de jeunes couples, des personnes d'un certain âge, de trouver une solution de logement, ramener donc du pouvoir d'achat. Et puis je crois que pour le centre-ville, en dehors des problèmes de stationnement, il faudra aussi lui ramener un équipement fort. Alors est-ce que c'est un théâtre? Est-ce que ce sont des salles de cinéma? Mais un équipement qui leur rend incontournable et qui permette donc une fréquentation augmentée et surtout aux petits commerces de trouver des sources de revenus. Très bien, alors les thèmes sont terminés et comme je l'ai dit donc au début, moi j'ai mes questions, mais vous avez aussi la possibilité, et on vient d'ailleurs vous voir pour ça, si vous avez quelque chose à dire en particulier, parce que le but de tous ces interviews, et vous savez que c'est pas le premier que je fais, on en a fait pas mal maintenant, c'est que on vient vous donner la parole tout simplement, pas en 3 minutes, avec un petit peu plus de temps quand même. Écoutez, moi si j'ai quelque chose à dire en particulier, je pense avoir été ces dernières années un élu de terrain, notamment en tant que conseiller général. J'ai toujours fait en sorte que ma porte soit ouverte et je crois que c'est pour les politiques une dimension essentielle. La politique du respect, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'on est élu, on est au service d'une population, d'individus ou de groupes ou d'associations. Une des premières qualités que je recherche, notamment autour de ceux qui m'entoureront pour cette campagne électorale, c'est cette disponibilité. Je crois que la politique du respect, c'est essentiel. Après, il y a, et surtout la Seine-sur-Mer, la nécessité de mettre à plat le budget communal. Faire en sorte que sur un certain nombre de dépenses de fonctionnement, on y voit plus clair et qu'on ait un contrôle de gestion rigoureux afin que là où il est possible de retrouver des marges de manœuvre pour financer telle ou telle politique en direction des associations, en direction d'une politique sociale ou d'une politique économique, on puisse le faire. Et après, il y a une troisième dimension qui pour moi est essentielle aussi, c'est qu'enfin, cette ville, on l'a hisse vers le haut. Et si je défends depuis tant d'années la capitale européenne de la mer, c'est que non seulement la Seine-sur-Mer a un passé, a un patrimoine, une actualité. Nous avons Ifremer ici, on a le bassin de génie océanique, on a les CNIM, on a déjà des activités, on a les câbles sous-marins. Donc une actualité très puissante. Et bien que par ce concept de la capitale européenne de la mer, on puisse faire en sorte que la population adhère et qu'on ait cette ambition collective. Je prends souvent l'exemple de Marseille, capitale européenne de la culture. Cela a été décidé en 2008. On a célébré cette capitale en 2013, donc 5 ans, moins d'un mandat municipal. Alors je crois qu'avec les talents que nous avons à la Seine-sur-Mer, les entreprises, les associations, tous ceux qui se passionnent pour la mer, et la mer, elle ne touche pas simplement qu'au rivage, elle touche à l'environnement, à l'industrie, aux loisirs, à la culture, au patrimoine, eh bien, on définisse ensemble ce concept, qu'on y travaille, qu'on mette en chantier dès 2014 l'ensemble des acteurs de la ville et des particuliers qui voudraient s'agréger à ce projet pour que, ensuite, avec sa définition et surtout son intégration dans un plan d'urbanisme d'ensemble, on puisse aller voir des partenaires privés, des partenaires institutionnels. Vous savez, quand vous allez devant un ministre ou un chargé proche d'un ministre ou l'Europe ou la région en disant voilà, moi je suis un élu de la Seine-sur-Mer, après avoir travaillé pendant une année avec ma population et mes associations, les entreprises qui sont déjà sur mon territoire, on veut projeter la Seine-sur-Mer vers ce concept, vers cette réalité. On va mettre 6 ans, 10 ans peut-être, mais on veut aller vers cela. Je vous assure que des partenaires privés comme l'État, ils comprendront un peu mieux et seront sans doute plus facilement des partenaires à nos côtés. On ne peut pas simplement toujours aller voir au ministre ou des investisseurs en disant ben voilà, sur ce petit bout de mon territoire, je vais faire peut-être un casino, peut-être là je ferai une école. Il faut avoir une vision d'ensemble. Je prends là aussi souvent l'exemple lorsque j'étais en fin d'études en 1983, que j'avais terminé mon doctorat d'économie, j'ai eu à un moment donné l'intention de travailler sur Montpellier. Il y avait un poste sur lequel j'étais et à la mairie de Montpellier et j'ai été reçu à l'époque par le DGS, le directeur général des services. Il m'a pas reçu dans son bureau, il m'a reçu dans le hall de la mairie de Montpellier devant une maquette gigantesque et il me disait voilà, monsieur Martinet, on a besoin d'économistes parce que le maire de Montpellier veut faire en sorte que vers 2010, sa ville, il y ait un quorum, une place de la Comédie, Antigone, un port de plaisance, etc. Nous étions en 1983. On est aujourd'hui en 2014, pratiquement tout a été réalisé. La ville, elle a besoin d'être gérée au quotidien sur des problèmes de sécurité, de social, de développement économique, etc. Mais elle a besoin aussi d'avoir une vision. La population, si
elle veut adhérer, si elle veut comprendre vers quoi elle va, et comment à terme on arrivera encore une fois sur ces gros problèmes que sont le chômage, la pauvreté, la fiscalité locale, à desserrer les taux. Elle a besoin de se dire, oui, on a une équipe nouvelle qui nous dit voilà le chemin qu'on va suivre. On peut ou ne pas y adhérer, on peut dire mais non, Martinin qui se trompe, c'est pas à la mer qu'il nous faut, c'est faire venir une usine Toyota pour faire des Yaris. Non, tout le monde me dit vous avez raison, c'est la mer. Mais alors si c'est la mer, faisons un plan d'ensemble, faisons en sorte que ce soit cohérent. J'ai été récemment avec Christian Lacroix, le couturier, qui ne connaissait pas la Seine-sur-Mer. Il est venu à l'occasion d'un livre que je vais sortir et qui met en valeur la présence à la scène de Jean Cocteau et de Christian Bérard dans les années 30. Et il se trouve que Christian Lacroix est un passionné de l'œuvre picturale et puis en termes de costumie de théâtre de Christian Bérard. Mais il est resté totalement ébahi par la beauté de notre littoral. J'ai eu la chance aussi en novembre d'accueillir Gérard Darmon, l'acteur. Lui aussi, parce que j'essaie de convaincre ces gens qui sont des gens du Sud. Christian Lacroix, il est d'Arles. Gérard Darmon est un rapatrié d'Algérie, quelqu'un qui est né là-bas, qui a vécu là-bas. Bon, ils sont passionnés par la mer et la Méditerranée. Quand je leur dis notre ambition de faire de cette ville la capitale européenne de la mer, ils disent mais tu as tout à fait raison. Quand je leur explique le passé, l'actualité, je leur montre Ifremer, je leur montre les câbles sous-marins, qui ont été les chantiers navals, les élevages de dorades et de coquillages à la Seine-sur-Mer, qui nous donnent cette multiplicité d'activités autour des thèmes de la mer, le petit port de Saint-Elme, etc. Ils me disent mais tu as tout à fait raison. Et ils sont prêts à être des ambassadeurs pour nous de ce projet. Donc je crois que si les Sénois ont envie d'avoir un projet de cette dimension qui fera en sorte que la Seine-sur-Mer retrouvera une dimension régionale, voire nationale ou internationale, il faut s'engager dans ce chemin. On n'en a pas parlé justement de l'aquaculture en baie de Tabaris. Pour que l'aquaculture, vous voyez, là aussi, hier soir, je ne sais pas si j'ai heurté, mais l'aquaculture, on ne peut pas dire on veut développer ce type d'activité et continuer. Alors il est vrai qu'il y a eu dans la rade de Toulon un contrat de baie qui a fait en sorte qu'on améliore la qualité des eaux. Mais quand vous savez qu'on s'apprête à installer sur Brégaillon un centre de retraitement des boues portuaires chargé en métaux lourds et qu'en même temps on nous fait du désamiantage de vieilles coques de navires militaires, je vois pas quel voisinage intelligent il peut y avoir avec des élevages de coquillages et de dorades ou de loups. Donc je crois qu'à mon avis, ça montre encore une fois qu'on n'a pas choisi dans cette rade de Toulon et surtout sur le littoral sénois. On n'a pas choisi ce qu'on allait vraiment y faire pour les décennies qui viennent. Alors, du coup, on implante un peu tout et n'importe quoi et notamment on a implanté là récemment deux activités qui que je trouve un peu préoccupantes, que sont sur Brégaillon notamment, le centre de retraitement des boues portuaires et le désamiantage. Alors on me dit oui mais les emplois, mais les emplois à quel prix? Pour mettre en danger la santé de milliers d'habitants de la Seine et des quartiers ouest de Toulon, on peut être raisonnable. On peut pas dire on veut faire dans l'aire toulonnaise le pôle de compétitivité mer et continuer à accueillir tout et n'importe quoi simplement parce qu'il y aurait 10 emplois. Nous on vous parle de milliers d'emplois mais autour de thèmes propres de qualité. Alors on va parler maintenant de la manière dont vous présentez, puisque vous présentez sans étiquette. J'ai envie de vous demander quels sont justement les rapports que vous avez avec les différents partis politiques en place ici. Vous savez, c'est la 4e fois que je me présente. Je me suis présenté en 95, 2001, 2008 et donc en 2014. Et je ne me présente pas contre ou des maires sortants ou des candidats autres. Je me présente pour présenter, pour faire en sorte que ce projet que je défends depuis 95, il s'est appelé Marépolis, Futuroscope de la mer, etc. Mais le concept est toujours le même. Donc je ne me présente pas contre les uns et les autres. Je me présente devant les Sénois pour dire voilà, depuis 20 ans, je défends ce projet. Vous ne m'avez pas choisi. Vous avez choisi d'autres équipes, droite, gauche, puis gauche à nouveau. Et pour quel résultat? Certes, des choses ont été faites, mais sans grande retombée en matière, encore une fois, d'emploi, de lutte contre le chômage, de pauvreté et surtout de fiscalité locale. Au contraire, la fiscalité a augmenté encore plus. Donc c'est bien que peut-être ces chemins-là, qui sont des chemins classiques, ne sont pas les bons. Moi, je propose un nouveau chemin, celui des grands chemins, pour redresser la Seine-sur-Mer. Très bien. Alors, je pense qu'on peut conclure. D'abord, je vous remercie de nous avoir reçus. Vous savez qu'on a vocation. Alors, je rappelle que les élections, c'est donc le 23 et le 30 mars 2014. D'ici là, donc, il y a encore quelques jours et quelques semaines. J'espère que nous aurons d'ici là l'occasion de nous revoir, puisqu'on se voit une première fois. C'est la première fois que vous nous recevez, je vous remercie. On aura peut-être l'occasion justement de reprendre un petit peu une actualité, si actualité il y a, puisqu'on va être justement tenu au courant. Bien sûr, c'est avec plaisir que je vous recevrai. Merci déjà d'être venu jusqu'à nous. Et puis, on est à votre disposition pour, d'ici les 7 semaines qui restent avant le premier tour, se revoir et présenter à nouveau ces différents projets. Voici les autres personnalités tête de liste pour la ville de la Seine-sur-Mer. Marc Villemot, maire sortant, Parti socialiste. Philippe Vittel, UMP. Jean-Pierre Collin, Union de la droite et du centre. Daniel Canepa,
sans étiquette. Gilbert Péréa, association Sauvons la Seine. Damien Gutierrez, Front National. Patrick Martinenc, Divers Gauche. Seul Laurent Richard, Front de Gauche, n'a pas été interviewé. Nous poursuivons donc les interviews des têtes de liste pour les élections municipales de 2014, mais aussi des autres personnalités politiques si elles souhaitent également s'exprimer. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.